à tous et ravi de vous retrouver. Prenons la direction de l'Inde ce matin où la guerre numérique bat son plein. La majorité des applications indiennes sont en surchauffe depuis quelques jours, pendant que l'appli chinoise TikTok, elle, est à l'arrêt total. Mais que se passe-t-il dans ce pays aux 1,3 milliard d'habitants? Des conflits armés entre Indiens et Chinois liés à un litige frontalier dans l'Himalaya ont mis le feu aux poudres. Il n'en fallait pas plus pour que le chef du gouvernement indien, adepte d'ailleurs des réseaux sociaux, interdit sur le champ l'utilisation de 59 applications chinoises. La petite star du moment, TikTok évidemment, mais aussi Weibo ou WeChat, application chinoise ultra utilisée en Inde. Changement immédiat et brutal de paradigme numérique en Inde. ShareChat, l'application indienne, a alors été téléchargée 15 millions de fois dans les 2 jours qui ont suivi cet ordre de blocage. Alors l'Inde offre évidemment des relais de croissance absolument colossaux pour d'autres réseaux sociaux. Je pense à Facebook ou à Instagram par exemple, qui cherchent à s'implanter dans ce pays à la croissance numérique débridée. Merci à Victoria Grenier qui illustrait mon propos ce matin. Le chinois Lenovo tient-il la barre en pleine tempête? Réponse tout de suite avec son patron pour la France, Éric Lallier. On parlera aussi du Made in France. On fera un petit tour du côté du Live Magazine avec Florence Martin-Kessler, sa fondatrice. Et puis, on parlera de Panda Guide, un produit qui pourrait révolutionner le quotidien des aveugles. Smart Up, c'est parti. Avec vous tout de suite, Olivia Hierret-Daubray. Bonjour. Bonjour Capucine. Et les 4 chiffres qu'il faut retenir aujourd'hui. Bonjour à tous. Et on commence avec cette bonne nouvelle pour le patron d'Amazon. Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, a augmenté sa fortune pendant la pandémie. Le cours de l'action d'Amazon a augmenté de 4,4% pour atteindre un record de 2 878 $ mercredi. Résultat, sa fortune atteint désormais 171,6 milliards de dollars. Rappelons qu'Amazon a déclaré qu'il dépenserait 500 millions de dollars pour récompenser ses employés de première ligne. À raison de 500 $ par salarié, Jeff Bezos possède 11% des actions de sa société, ce qui représente une grande partie de sa fortune. Ça va mieux pour Jeff Bezos que pour Mark Zuckerberg, alors, d'après ce que j'entends. Deuxième chiffre du jour, il concerne la zone euro, Olivia. Exactement, Capucine. Le taux de chômage dans la zone euro a atteint 7,4% en mai, le pire chiffre depuis novembre de l'année dernière. Selon l'Office européen des statistiques, ce nombre signifie que plus de 12 millions de personnes dans la zone euro étaient au chômage en mai. Cela survient après qu'un certain nombre d'économies européennes ont redémarré le même mois, ce qui a permis à certains travailleurs de reprendre leur emploi. Cependant, les mesures de distanciation sociale qui restent en place et les restrictions de voyage en cours limitent le rythme de la reprise. Certains économistes s'attendent à des chiffres de chômage bien pires à l'avenir, alors que les gouvernements réduisent les régimes des prestations. Et on continue du côté du Venezuela. À présent, la haute cour du Royaume-Uni a statué contre Nicolás Maduro. Oui, Capucine, la justice britannique reconnaît Juan Guaidó comme président du Venezuela, lui donnant accès aux réserves d'or du pays, soit 1 milliard de dollars, 820 millions de livres sterling d'or stockés à la Banque d'Angleterre. C'est un coup dur pour l'administration de Nicolás Maduro. Les avocats de la Banque centrale vénézuélienne contrôlée par Maduro ont déclaré qu'ils feraient appel du jugement. Et on termine un autre coin du monde, au Moyen-Orient, où l'autorité palestinienne emprunte aux banques pour le paiement des salaires. C'est bien ça? C'est bien ça, Capucine. L'autorité palestinienne, la Cour d'argent, paiera 65% des salaires du secteur public avec un emprunt de 73 millions de dollars aux banques, selon une annonce jeudi du ministre des Finances, Choukri Bichara. Le revenu intérieur de l'autorité palestinienne a chuté de 80% en raison de la pandémie. Si la crise avec Israël continue, l'autorité palestinienne ne pourra payer que 50% des salaires jusqu'à la fin de l'année. Olivia Hierret-Daubray, merci beaucoup. Et on passe tout de suite à Smart Leader avec le patron de Lenovo. Bonjour Éric Lallier, président de Lenovo en France. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Lenovo, premier fabricant de PC au monde, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars. Vous êtes présent sur 180 marchés avec plus de 57 000 employés. Et donc un groupe qui est présent autant
aux États-Unis qu'en Chine. Un groupe chinois, mais qui est très présent sur le marché américain. Comment est-ce que vous l'expliquez? Effectivement, en fait, c'est issu d'un certain nombre de rachats qui ont eu lieu ces dernières années, notamment la division PC d'IBM en 2004, la division serveur d'IBM en 2014, les smartphones Motorola en 2014 également, ce qui fait que notre société d'origine chinoise est à vocation internationale avant tout. Alors, le chiffre d'affaires en France, il est plus d'1 milliard d'euros Oui. dans l'Hexagone. Comment ça s'est passé ce premier trimestre 2020, en dépit de cette crise inédite et douloureuse? Vous avez plutôt minimisé l'impact du Covid, puisque vous êtes en légère croissance. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, on est effectivement en légère croissance. C'est lié, en fait, à la mise en télétravail de beaucoup d'employés, comme tout le monde le sait, pendant la période de confinement. Et ce que l'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de sociétés comme nous qui étaient prêtes pour basculer du jour au lendemain en télétravail. Et il y avait également beaucoup de sociétés qui n'étaient pas prêtes ou qui étaient moins prêtes. Et alors vous étiez, je me permets de vous couper, mais vous étiez particulièrement prêt puisque vous aviez anticipé avec ce qui s'est passé. Comment est-ce que ça s'est passé? Du coup, vous avez vu ce qui s'est passé en Chine? Alors, effectivement, on a vu un peu comme tout le monde ce qui s'est passé en Chine, mais le télétravail est quelque chose qui existait déjà au sein de Lenovo, en France et dans l'ensemble du monde entier. Et heureusement, pour une société comme Lenovo, fabricant d'ordinateurs, heureusement qu'on était prêt à basculer du jour au lendemain sans rupture dans la chaîne de production, qu'elle soit locale ou qu'elle soit internationale, et que l'ensemble des employés étaient équipés et prêts à télétravailler du jour au lendemain. Mais encore une fois, ce n'était pas forcément le cas d'un certain nombre d'entreprises en France et aussi dans un certain nombre de pays, ce qui fait que la demande s'est accélérée pour s'équiper en urgence, et ce qui explique la faible croissance, mais la croissance quand même que l'on a réalisée pendant ces 3 derniers mois. Donc la demande s'est accélérée sur quel type de produit? Principalement des ordinateurs portables, notebooks, accessoires, écrans complémentaires, vidéocaméras, microphone, l'ensemble en fait de ce qui va bien pour faire du télétravail. Alors du coup, tous les gens qui ont voulu se procurer vos produits l'ont fait via le digital. Vous étiez en ordre de marche pour livrer tous ces produits? Bien sûr. Alors, on a eu un certain nombre de tensions dans la chaîne d'approvisionnement, évidemment, parce que la Chine s'est confinée, comme on le sait tous, au mois de janvier et au mois de février. Et notre production, même si elle est redondante en Chine et même si elle existe aussi en Europe en partie, a été sous tension. Donc, ce qui fait que... Quand vous dites sous tension, qu'est-ce que ça veut dire sous tension? Parce que vous avez une usine quand même à Wuhan. Comment est-ce qu'on gère le stock et puis l'arrêt total d'une activité à Wuhan? En fait, vous étiez vraiment au cœur du réacteur. Oui. L'usine s'arrête. Et heureusement qu'il y en a d'autres en Chine pour temporiser, pour remplacer partiellement tous les produits qui étaient Donc ça veut dire que vous avez accéléré la production sur les autres zones chinoises? Pour compenser, effectivement, en partie aussi en Europe, parce qu'on a une usine en Hongrie. Et puis, le mode de distribution que l'on a aujourd'hui fait que l'on travaille avec des centaines de partenaires qui, eux, également ont un stock et qui ont pu temporiser pendant plusieurs semaines, voire 1 mois et demi, 2 mois, le fait que la chaîne d'approvisionnement soit tendue à partir de la Chine. Alors c'est intéressant, vous parlez de stock aujourd'hui, bon nombre d'entreprises ont trop de stock. Vous, comme vous avez produit un petit peu moins et que vous avez beaucoup écoulé, il en est où votre stock? On l'a refait, parce que évidemment les usines se sont rouvertes au mois d'avril en Chine, et donc on a pu réapprovisionner l'ensemble de nos partenaires et faire en sorte de mettre à disposition les machines pour répondre à la demande du marché, bien entendu, pour les entreprises qui en avaient besoin pour faire du télétravail, à la maison et au bureau, qui était à la maison, et de faire en sorte de reconstituer les stocks pour rendre nos machines disponibles et rééquiper le marché. Comment est-ce que, Éric Laillé, comment est-ce que vous avez aidé vos partenaires? Quel type de solution, je dirais agile, rapide, efficace, est-ce que vous avez mis en place pour aider toutes les entreprises qui ont dû faire du télétravail dans l'urgence? Alors déjà, mettre les machines à disposition, faire en sorte que les canaux d'approvisionnement ou de livraison sur place soient effectifs. Et c'était extrêmement compliqué pendant cette période de confinement parce qu'il y a un certain nombre de clients qu'on a été obligés de livrer plusieurs fois. Ils étaient fermés un jour, ouverts le lendemain et ainsi de suite. Donc il a fallu une énorme souplesse en termes de livraison pour accepter les contraintes des uns et des autres et de faire en sorte que
tout le monde puisse être équipé en fonction de leurs demandes. Et puis, évidemment, le but était de mettre l'ensemble des solutions complètes à disposition sur le marché pour éviter d'avoir un accessoire ici, un accessoire là, et de faire en sorte qu'on n'achète qu'une fois. Alors, vous avez beaucoup transféré vos ventes sur le digital. Est-ce que vous avez des clients que vous allez conserver? Est-ce que ce circuit de distribution, vous allez le pérenniser? Évidemment, évidemment. C'est l'objectif? Évidemment. Et ça répond parfaitement aux besoins du marché aujourd'hui, sachant que le tout digital ou l'ensemble des achats online ne remplacera pas ou ne sera pas l'unique moyen d'accéder aux produits. Ce sera une combinaison des deux, entre le online et le offline. Et donc, on a besoin des deux types de partenaires. Mais bien entendu, pendant cette période de confinement, le digital a eu une accélération phénoménale. Vous dirigez la France. Est-ce que être une marque chinoise dans les temps actuels, est-ce que c'est lourd à porter? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sachant que, encore une fois, nous sommes une marque chinoise, mais à vocation internationale. Vous l'avez dit précédemment, on est présent dans 180 pays. On a une forte culture américaine au sein de Lenovo. Il y a énormément de programmes de diversité et d'inclusion au sein de Lenovo parce que, même si effectivement on est d'origine chinoise, on a une ouverture complète en termes de nationalité, en termes de genre, en termes de différenciation des personnes. Et la diversité et l'inclusion est au cœur de l'entreprise, fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc nous sommes avant tout des collaborateurs avec une diversité gigantesque, chinois, français, allemands, américains. Et les Chinois travaillent bien avec les Américains? Oui. Oui. Chez Lenovo, oui. Alors, de manière générale, est-ce que cette crise a bousculé votre stratégie? On l'a dit, des usines fermées. Vous avez eu le temps de prendre du recul, de travailler peut-être davantage sur la R&D. En quoi est-ce que votre stratégie va être impactée par cette crise et ce confinement? En termes de stratégie, on n'a pas de modification particulière parce que la stratégie qu'on a employée jusqu'à maintenant, qui concerne 3 piliers, l'ensemble des produits connectés au réseau, l'ensemble des produits d'infrastructure, serveurs et stockage, l'ensemble des logiciels et création de solutions métiers avec de l'intelligence artificielle également à disposition. Ça, c'était la stratégie qui existait jusqu'à maintenant chez Lenovo. Elle va continuer parce qu'elle correspond et elle répond à la demande. Ce que l'on va faire, ou l'accélération que l'on peut voir, c'est dans un mode collaboratif, dans une entreprise ou d'un point de vue privé à la maison, c'est d'avoir des outils complémentaires au PC. Ce que l'on appelle des outils de collaboration qui connectent des salles de réunion, qui déportent l'interface vidéo Teams, par exemple, à côté de son PC. Microsoft. Voilà, à travers une solution qui est ni plus ni moins qu'un visiophone. Et ce sont des produits complémentaires qui ont pour objectif d'améliorer la productivité et aussi d'améliorer le confort des utilisateurs pour avoir une solution complète. Alors, votre corps de métier, on y revient, c'est le smartphone et l'ordinateur. Comment se portent ces deux produits? Enfin, les deux points, les deux piliers, je dirais, smartphone et ordinateur. Comment se portent ces deux produits, ces deux marchés et comment voyez-vous l'avenir? Comment l'agiter, ce marché? L'avenir, on le voit toujours de manière très positive. Et le bon côté, lorsque l'on regarde le marché du PC, qu'il soit PC de bureau ou qu'il soit PC portable, la manière, ou en tout cas la seule possibilité de survie dans ce monde, c'est d'innover. Et toujours travailler sur les produits de demain. Et à titre d'exemple, alors le confinement a un peu retardé les introductions de ce type de produits, mais on va introduire une gamme de produits PC portables à écran pliable à partir de l'automne. Des portables à écran pliable, et à quoi ça sert ça? Eh bien, en fait, c'est avoir quelque chose de très petit, format A5 par exemple, dans votre sac pour le transporter facilement et avoir une interface de type A4 ou encore plus grande sur laquelle c'est extrêmement facile, ou en tout cas extrêmement mobile, et on peut travailler sur un PC. Racontez-nous les coulisses de Lenovo. Où est-ce que ça se passe, cette intelligence et qui travaille sur les produits de demain? Qui envisage les mutations à venir et les tendances? On a plus de 10 000 ingénieurs qui travaillent sur les produits de demain chez Lenovo. Donc sur les 50 000, ça fait une grosse partie. Ouais, ils sont basés où, ces ingénieurs? Dans 36 pôles de recherche dans le monde entier. Dans le monde entier. Pas spécialement en Europe, aux États-Unis. En Chine, en Inde, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le monde entier.
Et après, il faut mixer aussi les attentes des Indiens qui ne sont pas les mêmes que celles de la Californie. Bien sûr, bien sûr. Être à l'écoute des marchés, être à l'écoute des évolutions et de faire en sorte que, d'un point de vue global au sein de Lenovo, on puisse évidemment associer l'ensemble des recherches pour proposer les produits de demain. Alors, on parle beaucoup de deuxième vague aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prêt, s'il y en avait une, à équiper justement toutes les entreprises qui vont devoir passer rapidement d'un ordinateur fixe à un portable, par exemple? Comment est-ce que vous l'anticipez, cette deuxième vague? On l'anticipe. Et d'ailleurs, pour discuter avec beaucoup de clients et beaucoup de partenaires chaque jour, l'ensemble des clients et des partenaires l'anticipent également. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont bien traversé, la première vague, qui étaient équipés, qui ont pu continuer à produire ou en tout cas à travailler normalement en étant en télétravail du jour au lendemain. Mais il y a aussi, comme je le disais précédemment, beaucoup qui n'ont pas pu. Et ceux-là ne peuvent pas rater la deuxième vague. Donc il faut se préparer à la deuxième vague. On espère tous qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, on doit être prêt. Et lorsque l'on regarde les approvisionnements, on a de grosses livraisons qui sont en cours pendant l'été pour justement pallier à cette demande qui risque de s'accélérer à nouveau pendant l'été et à la rentrée. Donc ça veut dire que concrètement, les usines, elles fonctionnent un peu à plus gros régime en ce moment, à Wuhan et en Chine, pour une éventuelle seconde vague? Oui, pour le monde entier. Pour le monde entier. Pour le monde entier. Ouais. C'est pas de très bon augure, tout ce que vous nous dites. Juste un mot sur les smartphones. On a parlé des innovations. Vous allez lancer un smartphone dédié au gaming. Je crois que c'est sur le marché chinois. Oui. C'est un objet qui pourrait peut-être arriver en France. Les smartphones, les ordinateurs dédiés pour un type d'action spécifique, c'est l'avenir? Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais c'est un moyen de se différencier par rapport à ce qui existe sur le marché. Et d'avoir effectivement un certain nombre de solutions, alors dédiées au gaming ou peut-être d'autres applications, et de faire en sorte de pénétrer un marché de manière différente, tel qu'il a pu l'être aujourd'hui sur l'ensemble des fabricants de smartphones. C'est une opportunité. C'est pas très développement durable. Pourquoi ? Ben, si on a un smartphone pour jouer, un smartphone pour acheter, un smartphone pour travailler, c'est pas développement durable du tout. Mais ça fait partie également de nos recherches, parce que l'ensemble des produits que l'on met sur le marché demain doivent être recyclés lorsqu'ils seront usés ou en tout cas lorsqu'ils ne fonctionneront plus. Et ça, c'est fait partie également de la recherche que l'on a chez Lenovo pour faire en sorte que nos produits soient recyclés et le plus vert possible, bien entendu. Donc vous recyclez les produits Lenovo? L'économie circulaire, c'est un sujet pour vous? Absolument, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Un mot du rebond de la consommation en Chine. On voit les Chinois reconsommer très rapidement et de façon quasi frénétique. Est-ce que vous êtes dans leur roue? Comment est-ce que vous en profitez sur place? Et est-ce que, du coup, ça vous donne, ça dope un peu l'énergie sur le monde entier? Pas forcément. Pas forcément. On a vu effectivement une accélération à la sortie du confinement en Chine, en tout cas un retour presque à la normale. Ouais. Mais on peut même pas un peu plus que la normale. Ça dépend des marchés en fait. Ouais. Sur l'automobile, oui, il y a eu une explosion. Le luxe aussi. Sur le luxe également, mais sur les ordinateurs, en fait, il y a eu un retour à la normale et il y a une continuité d'équipement aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion sur les besoins d'ordinateurs. Encore deux questions, Éric Layet. Vous êtes salarié d'un groupe qui est donc à capital plutôt chinois. Comment est-ce que vous vivez les inquiétudes de la crise qui anime Hong Kong en ce moment? Avec beaucoup d'attention, parce que c'est quelque chose on ne sait pas quel impact ça peut avoir. Mais évidemment, on écoute l'ensemble des informations telles qu'elles existent aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse précise à vous donner sur cette situation. À titre personnel, vous êtes inquiet? Oui, parce que quand on a un certain nombre de choses et on voit un certain nombre de conflits qui peuvent exister d'un point de vue géopolitique ou autre, il y a toutes les raisons d'avoir un certain nombre d'inquiétudes ou ne pas s'inquiéter, il ne faut pas être aveugle. Dernière question, Éric Layet. Après cette crise sanitaire, c'est maintenant une crise économique, voire sociale, qui se profile. Comment est-ce que vous allez la gérer au sein de Lenovo France? On devrait normalement pouvoir la gérer. Alors, d'un point de vue humain, on va retravailler notre mode de fonctionnement par rapport à la présence au bureau et par rapport au télétravail. Et je pense que le modèle gagnant de demain, c'est évidemment une combinaison des deux. Je ne suis pas le seul à le dire, mais on a vécu les deux et on sait que le mode télétravail seulement n'est pas celui qui doit être demain, en tout cas pas pour des gens comme moi. Donc la combinaison des deux est en réflexion et on doit pouvoir avoir un nouveau mode de travail pour être ne serait-ce que plus efficace et avec beaucoup plus de confort personnel. Et d'un point de vue business, on a un certain nombre de solutions de financement pour aider justement l'ensemble des partenaires et entreprises qui ont souffert en termes de trésorerie et en termes d'activité également, pour
acheter maintenant, décaler les paiements à l'année prochaine, racheter ce qu'ils ont acheté avant la crise et le refinancer sur les années qui viennent pour générer du cash et donner un peu d'oxygène. Et on est très à l'écoute du marché et essayer de proposer l'ensemble des solutions à nos partenaires et clients pour faire en sorte que ça se passe le plus doucement possible. Éric Layet, président de Lenovo France, merci d'être venu nous voir. On enchaîne beaucoup. tout de suite avec Smart Tomorrow et Smart View. Et on retrouve tout de suite Rodolphe Bonas pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour, Ravi de te retrouver, Rodolphe. Je rappelle que tu es fondateur de CEACOM. Et en plateau également, ce matin, Farah Malala Rakoton Janari. J'ai réussi. Vous êtes associé chez Prosphère, un cabinet qui accompagne des entreprises qui sont confrontées à des enjeux de transformation profonde. Vous allez nous raconter comment vous les aidez. Également sur ce plateau, Fabienne Delahaye, vous êtes entrepreneur puisque vous avez fondé le salon du Made in France il y a déjà 8 ans. 9 ans, première édition 2012. Voilà, et donc il y a une nouvelle édition qui aura lieu en novembre prochain, porte de Versailles. On commence avec vous, Rodolphe. Il est question de plastique aujourd'hui, puisque 50% du plastique produit n'est utilisé qu'une seule fois avant d'être jeté. C'est pas si étonnant que ça, en fait. Pas si étonnant que ça, et en même temps assez désespérant, Capucine, parce que c'est National Geographic qui nous éclaire là-dessus et qui nous dit que finalement, quand on trie autant de plastique, aussi bien à la maison qu'au travail, ou même quand on est au restaurant, par exemple, et bien finalement, ce recyclage, finalement, n'a pas de cycle infini, on en recycle finalement assez peu. Imaginez-vous que depuis 2015, il y a plus de 6,9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites dans le monde. Donc c'est un problème tout à fait colossal. Et la question que je me suis posée, mais comment se fait-il qu'on recycle aussi peu, qu'on a autant de difficultés ? La première raison, et celle-ci est assez étonnante, c'est que notre besoin de plastique a totalement explosé. C'est-à-dire que plus on a de plastique, on en a besoin de plus en plus. On a une consommation exponentielle. Il faut comprendre ça. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, le plastique était une vraie révolution industrielle, mais une vraie révolution de consommation. Imaginez-vous un matériau qui est à la fois souple, dur, transparent, opaque. Il a toutes les vertus, il est résistant, il est hygiénique, il permet de transporter des produits, de les conserver, de soi-même aller se servir des produits frais, les stocker, bref. Tout ça est absolument incroyable. On peut l'imprimer en couleur. On fait ce qu'on veut avec le plastique. Et donc, on s'est mis à avoir une consommation effrénée de plastique. Vous donnez un chiffre très simple. C'est pas très cher aussi. Ah, ça coûte rien. Le plastique coûte rien, donc c'est magique. Ça, vous avez raison. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans les années 50, au niveau mondial, c'était 1,5 million de tonnes de plastique qui étaient produites. Aujourd'hui, c'est près de 400 millions de tonnes. Donc, vous imaginez qu'on est abreuvé de plastique. Donc la raison pour laquelle on a du mal à le recycler, c'est qu'on en produit tellement, on en utilise tellement qu'on a du mal à contrôler cette prolifération. C'est une prolifération de ce plastique au niveau mondial. Parce qu'on a l'impression que ça recycle quand même, ces poubelles jaunes, elles sont partout. On passe notre temps à recycler. Mais pas tant que ça. Alors ça, c'est un autre élément, c'est qu'attention, quand on parle de recyclage de plastique, il faut parler de recyclage des plastiques. Parce que tous les plastiques ne sont pas les mêmes. Identiques. Toutes les résines n'ont pas les mêmes vertus. Alors quand on va parler du polyéthylène de terephthalate, voilà, j'y suis arrivé, c'est le fameux PET. Vous savez, c'est les bouteilles de plastique, souvent les bouteilles d'eau, par exemple. Alors celui-ci, il est formidable parce que vous pouvez le recycler. Il a un cycle, c'est pas infini, mais il a un cycle dans lequel le recyclage vous permet après d'utiliser ce plastique toujours pour, par exemple, être un contenant de produits alimentaires. Donc le PET, c'est un plastique qu'on recycle assez facilement. Mais lorsque vous parlez du polyéthylène de haute densité, c'est les fameuses bouteilles de lait, les bouteilles de lessive. Celui-ci, vous pouvez le recycler, mais plus en mettant des produits alimentaires. Donc déjà, les débouchés sont plus petits. Mais quand je parle du polystyrène, quand je parle du PVC, alors là, carrément, les débouchés sont faibles, les dispositifs de recyclage compliqués, et donc on a du mal à s'en séparer, à le réutiliser. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait recycler en fonction... Ah ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui. De chaque plastique. Exactement. C'est-à-dire que derrière la poubelle jaune, on va aller trier le plastique A, B, C ou D. Mais c'est ce qui se passe, Capucine, aujourd'hui. Il faut savoir que quand vous achetez une bouteille d'eau, eh bien, il n'y a pas le même dispositif de recyclage pour la bouteille et le bouchon. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Cette bouteille, elle va dans une machine qui éclate en petits morceaux. Eh bien, il y a une partie du plastique qui va au fond de l'eau.
Et puis l'autre qui remonte, celle qui va au-dessus, on en fait quelque chose, et celle qui va en dessous, on en fait quelque chose. C'est la raison pour laquelle aussi, dans les dispositifs de tri, il y a de plus en plus de robots avec de l'intelligence artificielle qui analysent nos déchets pour les trier, ces fameux plastiques, parce qu'on sait très bien qu'ils ont des dispositifs différents. Alors, la question qu'on peut se poser, finalement, c'est comment on va s'en sortir. Ouais, alors justement, abat le plastique, c'est un peu le leitmotiv en ce moment. C'est vrai. C'est dans l'air du temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut bannir le plastique de tout panier de courses et ne prendre que du carton. C'est ça que vous nous proposez? Vous allez directement en conclusion, mais vous avez raison. Le meilleur des déchets, c'est celui qui n'existe pas. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire comme ça. Alors, il y a des alternatives. Vous le voyez net dans vos magasins. Le vrac. Par exemple, puisque en effet de plus en plus, au départ ça a commencé par des graines, vous savez, des graines, des noisettes, des cacahuètes, etc. Et bien de plus en plus de vrac, on voit le vin, la lessive, l'huile d'olive par exemple, qui se diffuse en vrac. Et puis après il y a tous les matériaux de substitution, le bambou, le maïs, l'amidon de maïs, pardon, tout ça qui vont vous permettre de faire des pailles, des brosses à dents, des cotons-tiges. Bon, tout ça, c'est vrai que c'est l'avenir du zéro plastique. Et ça, il y a deux types d'entreprises qui se mettent dedans. Des startups, beaucoup de startups se lancent dans ce dispositif de l'anti-plastique, et puis aussi les grandes entreprises, les grandes multinationales qui prennent de plus en plus d'engagements pour éviter d'être plastique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de s'acheter une conscience, et donc de plus en plus... Ou de donner du sens à leur vie. Et de donner du sens à leur vie. C'est vrai, ouais. Vous avez raison, vous donnez du sens à leur vie, et pour nous en donner aussi à nous un petit peu. C'est ça. Voilà. Et donc pour terminer cette chronique, simplement pour vous dire qu'il faut réduire le volume de plastique. En effet, vous avez raison, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le meilleur des déchets, c'est celui qui n'existe pas. Merci beaucoup Rodolphe Bonas pour votre énergie et votre enthousiasme. Vous restez avec nous évidemment et on commence tout de suite par vous, Farah Malala. Vous êtes donc associé chez Prosper. Prosper, c'est un cabinet qui accompagne des entreprises qui sont confrontées à des enjeux de transformation. Votre chiffre d'affaires en 2019 était de 7 millions d'euros. Vous avez déjà accompagné 160 entreprises. Parmi elles, des noms qui vous diront certainement quelque chose. Mille et une liste de mariage, Papeterie des Vosges et du Léman, CMG Sport Club, donc de jolis noms. Qu'est-ce que c'est des enjeux de transformation profonde? C'est faire carrément pivoter le modèle? Alors, c'est regarder effectivement si l'entreprise suit un modèle économique qui est toujours d'actualité et voir si dans la projection de sa raison d'être, ce modèle doit évoluer ou peut continuer à perdurer tel qu'il est. Souvent, il y a des signaux faibles qui permettent de voir que ce modèle a besoin d'évoluer. Et l'accompagnement que nous proposons à ces entreprises, soit aux côtés de leurs dirigeants, soit en étant nous-mêmes dirigeants, c'est de travailler avec les équipes qui, en général, ont déjà identifié ces signaux et sont prêts à travailler dessus et à faire des propositions. Mais ils n'osent pas parce que vous n'êtes pas là. Alors, ils n'osent pas, peut-être parce que le système de management en place ne le permet pas. Et c'est vrai que notre approche assez innovante, c'est justement de baser tout notre travail sur la compétence et l'expérience qu'ont déjà les salariés dans les entreprises. Alors cette transformation, est-ce que c'est un moment qui est particulièrement délicat ? Et quand est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'on est juste avant un échec, une liquidation de l'entreprise? Ou ça peut être un moment où l'entreprise va bien? Alors ça dépend effectivement des entreprises. Et je dois dire que plus l'entreprise, ou les actionnaires de l'entreprise en général, puisque c'est eux qui nous appellent, se rendent compte tôt qu'il y a un problème, mieux c'est pour vous. Plus vite l'entreprise se redresse, ou plus vite, ou mieux le crash est évité. Donnez-nous un exemple d'une entreprise qui aurait pu vous appeler à un moment où ça va pas trop mal, mais ils sentent quand même qu'il y a des signaux. Alors, il y a une entreprise que nous continuons d'accompagner qui est Trivela, qui aujourd'hui gagne encore de l'argent et qui justement a anticipé le changement du modèle économique, l'entrée de nouveaux compétiteurs sur son marché et qui justement a décidé de réagir très tôt. Il y a d'autres entreprises dans lesquelles nous sommes intervenus tardivement, comme Tati, où là, nous n'avons pas pu éviter la procédure collective. Il était trop tard, mais en tout cas, nous avons travaillé à maintenir un maximum d'activité et d'emploi grâce à la reprise qui a eu à la barre du tribunal de commerce par GFI. Alors, on sort d'une crise inédite. Les entreprises sont en pleine transformation. Quel a été l'impact de la crise pour les entreprises que vous aidez? Est-ce que vous avez eu beaucoup plus d'appels de dirigeants qui sont justement peut-être un peu perdus par le changement de paradigme actuel? Alors, dans les entreprises que nous accompagnons aux dirigeants, les cas sont assez variés, puisqu'encore une fois, chaque entreprise est différente et ce n'est pas parce que deux entreprises sont dans le même secteur qu'elles vivent la même chose. Donc, la crise est là, c'est certain. Il faudra attendre encore un petit peu quelques mois pour voir les effets pour les unes et les autres. Et nous allons voir effectivement dans les mois qui viennent si d'autres entreprises ont besoin d'un accompagnement pour transformer leur modèle économique.
il va certainement y avoir une révolution, ou en tout cas une sélection qui va s'opérer. Rodolphe. Question toute simple. Est-ce qu'il vous arrive, face à un diagnostic, de dire, écoutez, je ne peux plus rien pour vous? Il part tout de suite du pire. Alors déjà, le principe de base avec Prosper, c'est que nous ne partons pas d'un diagnostic préétabli. Nous faisons nous-mêmes ce diagnostic avec les équipes. Donc nous travaillons très vite et c'est pour ça qu'en général, nous intervenons en binôme dans les entreprises que nous dirigeons parce que nous essayons vraiment dans l'espace de 2-3 mois de faire tout ce travail avec les équipes, voilà, les salariés et de faire notre propre diagnostic. Et à chaque fois, hop, c'est la magie, on trouve les solutions, c'est ça? À chaque fois, en tout cas, on arrive à dégager quelque chose et à identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise, les centres de création de valeur dans l'entreprise et là où il y a des pertes. Donc, soit des foyers de pertes qui sont structurels et qu'il faut effectivement traiter, donc éradiquer, soit qui peuvent être soignés et donc qui peuvent redevenir des foyers de bénéfices. On revient vers vous un peu plus dans quelques instants, mais je m'adresse à vous maintenant, Fabienne Delahaye. Vous êtes donc fondatrice du salon Made in France, qui aura donc lieu en novembre prochain, porte de Versailles, 9e édition. Vous permettez donc à des acteurs qui portent à la fois l'industrie et la créativité française de s'exprimer et de rencontrer les consommateurs. Oui. On a besoin d'un salon pour que les Français rencontrent des industries françaises. Alors oui, et je vais vous donner quand même un chiffre, enfin 2 chiffres. 2012, création du salon, 70 entreprises, 15 000 visiteurs. Ça fera donc 4 chiffres, mais en couple, je dirais. 2019, donc l'année dernière, près de 600 entreprises, 570 précisément, et près de 100 000 visiteurs. Ça veut dire que cet engouement des Français pour le consommer Made in France, le consommer local, avait besoin justement d'un lieu où rencontrer 570 entreprises, 600 donc novembre prochain, et faire son grand marché. Alors qu'est-ce qui a changé entre il y a 9 ans et aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque, le Made in France, est-ce qu'il y avait un tel, parce qu'aujourd'hui on sent cet engouement pour le Made in France, Oui. est-ce qu'il était intact à l'époque? Ça a été assez compliqué en 2012 de monter ce salon parce que, et je crois que la France est vraiment le seul pays où Made in France était vécu à l'époque, il y a 2 ans, il y a 8 ans, pardon, comme quelque chose, comme une thématique un peu ringarde, passéiste, imaginée par des gens qui n'avaient absolument pas compris ce qu'était la mondialisation heureuse et que donc... On est passé du tout au tout. Et on est C'est pas- incroyable voilà. de se dire qu'à l'époque, on radical. pouvait penser ça. C'est fou. dingue. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce type de commentaires. Et année après année, l'engouement des consommateurs, c'est pas démenti. Et ce qui est intéressant, l'engouement a commencé d'abord par les consommateurs, conscients des enjeux qui se jouent avec le Made in France. Emploi, préservation des savoir-faire, circuit court. Et puis alors maintenant, avec le Covid, la notion d'indépendance, parce qu'on est vraiment extrêmement dépendant d'importation de produits, en fait, entre guillemets, basiques, comme le masque, et donc qui auraient été, pas des produits stratégiques. Imaginons qu'on se situe 6 mois en arrière, il n'y a pas de Covid. Et on se dit, bon, parce que ça fait un moment qu'on parle de relocalisation, de réindustrialisation, il y a une problématique quand même de désertification des territoires très délétère. Et donc, il y a un moment donné quand même qu'on se pose la question. Et en fait, à chaque fois, la réponse, les solutions, c'est bon, on va choisir certains secteurs, certaines entreprises pour les aider. Et donc, avoir une vision stratégique. Ce qui est drôle dans cette vision stratégique, enfin drôle, c'est qu'à chaque fois, c'est produits à haute valeur ajoutée, les technologies, etc. Donc, je reviens 6 mois en arrière, jamais les masques auraient été considérés comme un produit stratégique. Donc, vous voyez, ce qui est stratégique à T, les plats forcément à T+1, et réciproquement, ce qui ne l'est pas à T. Alors, la crise a effectivement initié un vaste débat sur la relocalisation. Est-ce que vous le sentez émerger? Est-ce que vous le voyez grandir au sein des entreprises que vous accompagnez depuis 9 ans? Alors, nous, moins, parce que nous, on est effectivement entourés d'entreprises qui ont fait cette prise de conscience il y a un moment. Oui. La preuve, elles n'ont pas voulu délocaliser. Donc, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'ouvrages, beaucoup de témoignages dans cet état de fait de trop de désindustrialisation et d'une demande, d'un souhait de relocaliser. Donc,
les entreprises qui nous entourent, elles, ont conscience de ça. Mais là, est-ce que vous avez plus d'entreprises qui vont participer à votre salon, justement, en novembre? On sera 600, on était 570. Non, en revanche, il y a une prise de conscience, je dirais, généralisée des médias, de toutes les entreprises, même celles qui ne fabriquent pas en France, et des consommateurs, même ceux qui ne s'intéressaient pas particulièrement. Alors, on voit beaucoup de petites marques qui émergent, le slip français, le chocolatier français, on a même le jean français. Est-ce que c'est pas un peu cosmétique, tout ça, un peu marketing? Est-ce que les vraies industries made in France, est-ce qu'elles émergent vraiment? Parce que le jean, ce serait une fausse industrie made in France. Non, mais c'est vrai que je lisais un article sur lui hier, je crois que c'est 5 ou 6 000 jeans par an, donc c'est un peu anecdotique encore. Alors, ce qui n'est pas anecdotique, c'est l'addition de tous ces talents et ces savoir-faire. Je vous donne, par exemple, vous parlez de jeans, je vais vous parler de chaussettes. Une entreprise comme La Bonale, par exemple. La Bonale a 0,8% du marché de la chaussette. C'est rien, 0,8%. Eh bien, ce 0,8% fait vivre plus de 100 foyers en fait, en Alsace. Y compris avec leurs donc 100 plus 100 plus 100 plus 100. Donc voilà, mais il y a eu... Pardon. Ouais, est-ce que vous, la relocalisation, c'est un axe majeur que vous mettez en avant dans les entreprises que vous aidez ou pas? Pas forcément, puisque ça dépend encore une fois du modèle économique. Je dirais qu'il n'y a pas de généralité dans ce domaine. C'est arrivé? Pas à ma connaissance. Non, pas vraiment. vraiment. Là, c'est assez incroyable, Capucine, parce qu'on voit que on a été bercé, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tous les cas moi, nos emplettes sont nos emplois. Hein. Vous vous souvenez de ce slogan J'étais trop jeune, moi. Oui, vous étiez beaucoup trop jeune. Voilà, exactement. Mais nos emplettes sont nos emplois, c'était l'idée de se dire que finalement, c'est qui est vrai. Hein. En achetant en français, on finissait par faire fonctionner notre propre économie. Et on participe tous à l'effort national. Exactement. Eh bien, on se rend compte, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a une vraie conscience sociale, sociétale qui a émergé, bien à côté des pouvoirs publics ou même des pouvoirs économiques, de se dire qu'aujourd'hui, on a une conscience qui se naît. C'est pour ça que je pense qu'on va vers cette logique de se dire je ne peux plus acheter sans avoir conscience de mon achat. C'est-à-dire je ne peux plus acheter tellement impliquant, si vous voulez, pour le consommateur qu'il est obligé de se poser la question d'où ça vient. Alors moi j'aime bien, vous êtes venu avec juste 2 secondes parce que je veux présenter ça, vous êtes venu avec une pochette surprise, mais une pochette surprise pour adultes. Alors elle est géniale cette pochette. Rodolphe, c'est tout. Oui. Comment Alors sait-il qu'il y a une pochette surprise? Oui, parce que ça c'est assez génial. Alors, expliquez un peu le système, parce que ça voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'antenne, là. Voilà, ça, voilà. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, voilà, voilà, exactement, on le voit. Alors, c'est une vraie pochette surprise. Donc, celle-ci, elle vaut combien? Une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros. Et alors, c'est quoi la particularité? Quelle est la particularité de la pochette surprise? J'ai l'impression de retourner en enfance. Il y a de 5 à 8 produits dans chaque pochette surprise qui sont toutes différentes. Voilà. Donc dedans, vous avez de l'emploi, du savoir-faire et des cadeaux. Et quand vous êtes invité, par exemple, à un dîner, plutôt qu'offrir des fleurs dont 90% sont importées dans des conditions environnementales très délétères, eh bien l'idée, c'est d'offrir une surprise. Voilà. Ça peut être des chaussettes. La fameuse chaussette à 0,8%. Voilà, le porte-monnaie. Ça peut être un petit porte-monnaie. Regardez, là. C'est pour femmes, ça? C'est pour femmes. Oui, c'est femmes, c'est marqué dessus. Ça peut être des produits de beauté, tiens, voilà. Ça peut être une brosse à dents fabriquée par Bioseptile, la dernière entreprise de brosse à dents en France. Voilà. J'ai l'impression de faire du téléachat. Non, mais vous avez raison, mais parce que c'est ce type d'initiative-là, et c'est vrai que c'est sympa, tout d'un coup, on a un achat, là, vous avez des centaines d'emplois dans cette pochette surprise. Exactement, voilà. Et donc, il y a une étude du COL l'année dernière qui nous apprenait que si les consommateurs relocalisent que 10% de leur consommation made in France au lieu de made in ailleurs, on pourrait créer 150 000 emplois. C'est pas rien. Parce que quand vous fabriquez un produit en France, vous créez 3 fois plus d'emplois que pour un produit concurrent importé. Donc c'est important. On en a parlé juste avant avec le patron de Lenovo. La priorité des prochains mois, c'est évidemment de préserver l'emploi et de limiter les licenciements. Est-ce que relocaliser, c'est synonyme de limitation de la casse sociale qui peut arriver en France? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un effet? Parce que là, on est devant un mur, en fait. Concrètement, oui, je vous ai donné quelques chiffres, effectivement, puisque un emploi industriel crée 3 autres emplois industriels plus des emplois de service, alors qu'un emploi de service crée un emploi de service. Voilà. Donc, vous y pensez? Quand vous faites des recommandations, vous pensez à cette notion de préservation de l'emploi en France?
Bien sûr. Mais de toute manière, la responsabilité d'un dirigeant, c'est quand même avant tout de maintenir l'activité et un maximum d'emplois. Donc évidemment que toutes les entreprises que nous dirigeons en France, nous sommes très vigilants à maintenir un maximum d'emplois en France. Quand vous intervenez, est-ce qu'il y a une notion d'urgence dans vos interventions? Est-ce que vous êtes le pompier ou vous avez le temps? Alors je dirais que nous sommes plutôt les médecins urgentistes. Je préfère cette image à celle de pompier. Effectivement, en général, il faut aller très vite et c'est vraiment notre particularité. Encore une fois, pour faire ce diagnostic, puisque nous ne prenons pas de diagnostic préétabli, mais pour travailler avec les salariés et établir quels sont les axes majeurs de travail pour remettre l'entreprise sur pied, oui, il faut aller très vite. C'est pour ça, encore une fois, que nous intervenons en général à deux. C'est quoi aller très vite? C'est quelques semaines ou... Alors, ça va varier d'une entreprise à une autre. Encore une fois, une entreprise qui est au bord de la procédure collective, donc il n'y a déjà plus de trésorerie. Là, effectivement, c'est l'urgence absolue, je dirais. Il faut préparer la suite pour limiter la casse. Quand il y a un peu plus de trésorerie, et la première chose que nous regardons en arrivant dans une entreprise, c'est évidemment sa capacité à tenir avec la trésorerie, puisque sans trésorerie, pas d'entreprise. On peut travailler sur du plus long terme, mais encore une fois, la vitesse, c'est vraiment un élément clé du redressement d'une entreprise. Dernière question, Fabienne Delahaye. Pour restaurer la compétitivité du tissu industriel français, il y a un mouvement, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui demande une mesure phare, une baisse de 30 milliards d'euros sur les impôts et taxes de production. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment accélérer, donner de la fluidité au Made in France? Oui, c'est vrai que c'est une mesure qui est demandée, pas d'ailleurs seulement par les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, mais par toutes les entreprises qui produisent en France. On a fait une étude avec Tudigo, un organisme de financement participatif, et justement, la taxe de production arrivait dans les, pas seule solution, mais l'une effectivement, car c'est un frein effectivement supplémentaire au fait au coût qui s'additionne, bien sûr. Si Rodolphe a terminé de jouer avec les chaussettes Made in France, il a peut-être une dernière question. La dernière question, je voulais savoir, quand vous redressez, vous attaquez à un redressement d'entreprise, est-ce que le principal frein est interne ou externe? Les deux. J'ai du mal à répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a souvent des réticences dans les entreprises parmi les salariés, mais je dirais qu'en général, en posant bien le sens, pourquoi est-ce qu'il faut remettre en question le modèle économique, quelle est la raison d'être de l'entreprise, vers quoi on se projette, nous arrivons en général à faire adhérer une majorité des salariés. Donc, je dirais qu'il y en a un peu en interne, il peut y en avoir en externe, ça dépend du marché sur lequel opère l'entreprise, évidemment. Donc, encore une fois, il n'y a pas de généralité dans ce domaine. Voilà, d'une entreprise à une autre, ça va être très différent. Merci beaucoup à tous les trois. Rodolphe a trouvé son bonheur. Le sou français, j'ai découvert le sou français. Et on marque une petite pause, on se retrouve juste après. C'est parti pour notre dernière séquence de Smart Up avec là encore des histoires d'entrepreneurs. On va parler avec vous, Arnaud Langlais, vous êtes le fondateur de Panda. Vous avez créé un objet révolutionnaire pour les aveugles. On en parle tout de suite, mais avant tout, on est avec Florence Martin-Kessler. Bonjour Florence, merci d'être revenue nous voir. Vous êtes donc la fondatrice du Live Magazine. En quelques mots, le Live Magazine, rappelez-nous. C'est un journal vivant sur scène dans des théâtres en Europe. Donc, au lieu de tourner les pages d'un journal, d'un magazine, on demande aux auteurs, aux photographes, aux journalistes, aux enquêteurs de venir la raconter sur scène. Donc, c'est une histoire assez courte. De venir raconter leur histoire. Un peu comme un TEDx alors? Non, parce que souvent, ce sont des enquêtes. Et ce que je trouve beau dans le journalisme, c'est de s'intéresser à des vies qui ne sont pas la sienne et à des expériences qui ne sont pas nécessairement les siennes. Donc voilà. Ce qui est compliqué, c'est d'aller dénicher ces profils. Où est-ce que vous les trouvez? Parce que vous avez des auteurs, des journalistes, des photographes qui ont des histoires incroyables. Il faut aller les chercher quand même. Oui, on passe notre temps à les chercher. On en a fait monter 450 sur scène en 6 ans. Et on en cherche beaucoup à l'étranger. On a des franchises un peu partout en Europe. Et on passe beaucoup de temps à voir leur travail. Il y a un métier dans l'édition qui s'appelle scout, comme le boy scout, l'éclaireur, celui qui va chercher. Et nous, on aime bien aussi être un peu ces têtes chercheuses-là. Et avant d'appeler, on essore beaucoup les histoires. Et souvent, quand on les contacte, en fait, ils nous disent « Non, mais moi, l'histoire la plus fondamentale que j'ai envie de raconter, c'est pas du tout celle-là. C'est quelque chose qui est un peu hors cadre, que j'ai peut-être jamais pu publier. » Et donc là, comme c'est pas enregistré, Live Magazine, ça permet aussi de faire des choses qui sont un petit peu différentes. Alors aujourd'hui, Florence, vous nous parlez de 3 histoires
de personnes qui sont donc montées sur scène et qui décryptent le sujet à la fois des données personnelles et des paradis fiscaux. C'est bien ça? Oui, on a donc comme ici on est dans une chaîne qui s'intéresse aux affaires et à l'argent et au business, j'ai cherché un peu dans notre catalogue un peu éphémère et virtuel. Moi, j'aime bien le journalisme économique, donc on cherche toujours des enquêtes. Et là, on avait rencontré Judith Duportail, donc elle s'est intéressée aux données personnelles. Je trouvais que c'était intéressant de trouver des sujets qui sont très immatériels et difficiles à incarner et à mettre en image. Et elle a été la première, en 2014, à demander ces données personnelles avant qu'on en parle, avant le RGPD, à Tinder. Et elle a bataillé pour avoir, et donc ça a été la première à... Donc elle y est parvenue. Elle y est parvenue. Elle a reçu un jour un mail de 804 pages avec toute sa correspondance Tinder, et donc elle s'est plongée dedans et elle a tiré ce fil-là. Et on aime bien en Live Magazine des gens qui sont un peu obsessionnels. Elle est allée au bureau des brevets qui est à Washington, et elle a été gratter un peu le brevet de Tinder pour voir comment l'algorithme était fait. Elle a découvert que c'était un brevet assez sexiste en fait, que les histoires de Belle et le Clochard sur Tinder, ça pouvait pas arriver parce qu'on allait toujours mettre des bonus aux hommes plus vieux, plus puissants, plus riches. Enfin, elle a découvert ça. Et puis, finalement, Tinder a quand même changé son algorithme. On ne sait pas si c'est exactement grâce à elle, parce qu'elle n'a pas la preuve, mais je pense que oui. Donc, j'ai bien aimé cette fille. On les voit, les données, Ouais. les données Tinder. Deux autres histoires, Florence? Alors, je voulais vous parler de Paolo Woods et Gabriele Galimberti. Ce sont deux photographes italiens. Donc, eux, ils ont passé 4 ans, ils ont voyagé dans 12 pays pour essayer de documenter l'idée de paradis fiscal. Et ce que j'aime bien dans la photographie, il y a des photographies, souvent dans le breaking news, qui racontent, on n'a pas besoin de légende, et eux, au contraire, on voit que des images par exemple, cette image-là, ce sont des boîtes aux lettres, c'est aux îles Grand Caïman, et en fait, c'est le cœur vivant de l'évasion fiscale. Ce sont toutes ces sociétés qui sont délocalisées dans ces paradis fiscaux. Et je trouve que d'avoir elle, c'est la Mayor of the City of London, donc la cité de Londres, c'est aussi un paradis fiscal. Je trouvais que d'essayer d'aller traquer les gens sans faire ça particulièrement à charge, mais enfin de montrer à quoi ça ressemble ces endroits, le BVI, British Virgin Islands, les îles Grand Caïman, bien sûr. et de chercher aussi des chiffres derrière. Je trouvais ça super. Il y a quelque chose d'un peu féerique derrière tout ça. Ouais, c'est féerique, mais en fait... Ça nourrit l'imaginaire, en fait. Exactement, ça nourrit l'imaginaire. Et, voilà. Et puis une dernière histoire. Une dernière histoire. Alors, la dernière histoire, c'est Rémi Lenné, c'est un réalisateur de documentaire. Moi, je viens du documentaire. Lui, alors ce petit carnet, c'est vraiment intéressant. Donc, lui, s'est intéressé au business, au marché des otages. Donc, les otages et le kidnapping, c'est un marché. Il y a des négociateurs, il y a des clients, il y a des fournisseurs et il y a une marchandise, ce sont les otages. Il y a 30 000 enlèvements par an. Il est allé au Venezuela. Il a fait un film qui s'appelle La Rançon et lui, il a suivi un négociateur pour voir comment se passait cette négociation, qui se fait exactement comme n'importe quelle négociation business. Et là, en haut de son petit carnet, donc il a noté le chiffre. Alors, il m'expliquait, en fait, les négociateurs, ils font jamais des chiffres ronds. Ils disent pas $12 000, ce qui est la vie d'un otage à Caracas en ce moment, où il y a 60 enlèvements par semaine. Il dit 12 362, parce que comme ça, c'est un peu... On ne peut pas aller plus loin. Et c'est des reportages assez dangereux, c'est des mondes assez secrets. Et en même temps, je trouve que de montrer que quelque chose d'illégal, comme la drogue ou le kidnapping, ça peut être aussi structuré comme un marché. Je trouve que c'est une bonne approche pour raconter des histoires. Il montre l'invisible, l'immatériel. Merci beaucoup, Florence. J'aime beaucoup votre dernière histoire qui a fait réagir Arnaud Langlais. Vous êtes donc le fondateur de Panda. Et Panda, c'est un objet révolutionnaire pour les aveugles. Un tour de cou qui va donc les prévenir d'un obstacle potentiel ou d'un danger potentiel, comme une trottinette, par exemple, c'est ça? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de permettre à la personne de s'approprier plus facilement son environnement. Donc, en fait, on a ce tour de cou qui vient autour du cou. Et un petit peu à l'instar du chien guide qui va prévenir s'il y a un obstacle, s'il y a un trou, ou même plein d'autres choses,
Panda va donner l'information à son utilisateur par des vibrations en disant attention là, fais gaffe au niveau de ta tête, il y a quelque chose. Donc on peut faire un détour ou aller un peu plus regarder ce que c'est. Arnaud Langlais, vous êtes actuellement incubé à Station F. Vous avez créé cette entreprise en février 2017, donc ça fait 3 ans que vous êtes en phase de R&D avec un chiffre d'affaires égal à 0 puisque vous ne faites que de la recherche et développement. 8 collaborateurs dont une personne aveugle. Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Moi, j'ai une amie qui est aveugle, en fait. D'accord. Et c'est vrai que je raconte assez souvent cette expérience. Mais ça me parle beaucoup, ce que disait Florence tout à l'heure, sur les choses qui sont inspirantes. Je crois qu'il y a une vraie puissance dans l'inspiration des gens qui nous racontent des choses. Et mon amie, en l'occurrence, me raconte, elle me dit, tu sais quoi, Arnaud, aujourd'hui, j'ai pris le train. Et puis, j'ai mal mis mon pied, je suis tombé entre le quai et le train, en fait. Et ça, c'est une expérience qui est assez commune, mais moi, j'en savais rien. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même drôle. En robotique, on fait plein de choses pour que les voitures autonomes, elles puissent se diriger toutes seules dans la rue. Même à la maison, je ne sais pas si vous avez un robot aspirateur, mais il ne tombe pas dans l'escalier en général. Et c'est bête, je trouve, qu'on fasse ça pour des robots et puis qu'on ne le fasse pas forcément pour les humains. C'est le point de départ. Et puis ensuite, on met le doigt dans un engrenage et au fur et à mesure, on se retrouve à développer un produit 3 ans plus tard. Alors comment il fonctionne ce produit ? Justement, ce sont des caméras 3D embarquées qui permettent de... Principalement des caméras, il y a d'autres capteurs aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre le plus de choses qui permet aujourd'hui aux drones, aux robots, aux voitures autonomes de comprendre l'environnement et puis en fait de leur rapprocher un peu plus du corps humain. Donc forcément, il y a un gros challenge en fait sur l'embarqué, la miniaturisation, la non-stigmatisation aussi. Donc c'est un vrai enjeu de faire en sorte qu'on ne transforme pas la personne en Robocop. Et ça fait donc 3 ans qu'on organise ce qu'on appelle les Panda After Work. Donc c'est des événements où on fait venir entre 5 et 10 personnes aveugles et elles viennent tester les prototypes, elles nous font part de leur retour. Et il y a une question qui était au début du projet, c'est qu'est-ce qui est le beau pour un aveugle ? C'est quoi vraiment, qu'est-ce qui est beau pour un aveugle ? Est-ce que ça doit être beau pour moi en tant que personne malvoyante ? Ou est-ce que c'est beau pour mes amis ? Et ce genre de questions, c'est des choses qui sont en fait juste la surface et ça prend du temps pour aller un peu plus en profondeur et comprendre. Donc là, je pense qu'on est arrivé à un point où on est assez serein, justement. Enfin, on est super content pour faire un premier produit. On le voit, votre produit à l'écran. Combien il coûte ce produit et quel est le potentiel de croissance du marché selon vous ? Alors, ce produit, on le vend aujourd'hui à 700 € sur la précommande. À terme, il sera vendu autour de 1 000 €. Et nous, notre enjeu, c'est en fait qu'on puisse le faire cofinancer par des partenaires B2B, donc des entreprises, puisqu'on sait que les aveugles aujourd'hui, la population de personnes déficientes visuelles, c'est à peu près 50% de chômage. Donc beaucoup de personnes en fait vivent avec un niveau qui va être autour de 900 € par mois. Donc proposer un produit à ce prix de 700 €, c'est quand même compliqué. Maintenant, on a de la chance, on est en France, on a pas mal de mécanismes de financement public. Et puis on peut aussi faire appel à Mission Handicap d'une entreprise pour équiper. Nous, dans l'équipe, on a un collaborateur aveugle, par exemple. Il a pu avoir quelque chose comme 15 000 € de matériel adapté. Jamais une start-up comme nous aurait pu payer ça. Et en fait, grâce aux aides publiques, on peut du coup faire venir du matériel. Oui, vous parlez des aides publiques, vous avez remporté tout un tas de concours, 23 concours en France et en Europe, primés dans le domaine des sciences, de la santé, du Tech for Good. Vous êtes soutenu et financé par l'Île-de-France, le ministère de la Recherche. Il y a vraiment un engouement et un soutien pour votre entreprise. Ouais, c'est chouette. Je pense qu'on touche à un truc qui a du sens. On a vraiment ça Enfin, je me sens très chanceux en fait, parce que faire une boîte, c'est très compliqué. Et quand on se bagarre pour faire quelque chose, autant le faire avec toutes ses tripes. Et moi, je suis passionné par ce que je fais. Et ce qui est super, c'est que lorsqu'on ouvre aujourd'hui une offre d'emploi, on reçoit par semaine une trentaine de candidatures de gens qui nous disent « c'est trop bien ce que vous faites, je veux m'engager, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Des fois, les gens, ils postulent à des offres, ils n'ont même aucune compétence. Ils viennent juste pour dire « j'aimerais vraiment faire un truc avec vous ». Florence. Non, mais juste pour savoir, c'est quoi le beau alors ? Qu'est-ce qui est le beau pour un aveugle ? Il y a pas mal de réponses. Parce que alors, je vous coupe, mais vous avez donc, pour monter cette entreprise, vous êtes devenu aveugle pendant une semaine pour essayer de comprendre comment vivent les aveugles. Ça, en fait, on en parle tout le temps de ça, mais... Ouais, mais c'est un beau challenge. Ouais, mais ça m'a pas eu pas mal de problèmes, en fait, parce que, en vrai, moi, je suis assez casse-cou. Et ça vient peut-être du passé chez les pompiers et tout. On essaie d'aller toujours voir concrètement ce qui se passe. Et puis je me suis dit, bon, faut pas que je fasse quelque chose sans avoir testé. Donc mon ami m'a accompagné, tel qui est aveugle, pour que je fasse une semaine avec les yeux bandés. Moi, je l'ai fait pour moi. J'ai documenté avec une GoPro et tout. Et derrière, c'est sorti, je sais plus trop comment. Et on m'a dit, faut que tu en parles, faut que tu en parles. Donc j'en ai parlé, on a fait un TEDx et tout. Et puis dans la communauté des aveugles, en fait, ça s'est pas très bien passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé que c'était une sorte de moquerie ou de simulation. En fait, l'idée, c'est simplement d'essayer de se mettre dans les baskets de l'autre. Et chez Panda, on a une tradition maintenant. Tous les nouveaux qui nous rejoignent doivent faire 24 heures en aveugle au début de leur contrat de travail. Donc on les aide bien sûr et on fait en sorte que ça se passe bien et ça se passe toujours bien. Et il y a toujours quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a l'avant et l'après. Et souvent ils nous disent, il y en a un qui m'avait dit, j'ai repris confiance en l'humanité.
parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, à Paris, se parlent pas. Et puis, quand on est en situation de handicap, il y a quand même pas mal d'aides qui arrivent, même si c'est pas forcément idéal. Et la question de base, c'est quoi, du coup? C'est quoi le beau? Mais vous avez 10 secondes pour y répondre parce que c'est terminé. Okay. C'est quoi le beau? Le beau, c'est ce que les autres trouvent beau souvent. C'est ce qu'on restera là-dessus. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud Langlais, Florence Martin-Kessler. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Très bon week-end à vous.